Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Présent, M. Dumont, je suis là. Oui, en grosse une du National Post ce matin, des photos des secrétaires, des ministres, si on veut, nommés par M. Trump dans son administration, avec des citations de ce qu'ils ont déjà dit de notre premier ministre, de Justin Trudeau. Il y a comme une prise de conscience qu'au-delà de dire que, bon, l'administration Trump en général n'est pas très sympathique à Justin Trudeau, mais spécifiquement, individuellement, plusieurs des gens importants autour de Donald Trump semblent avoir une dent contre Justin Trudeau, là. Je dirais qu'ils ont le dentier complet, pas juste une dent. Okay, et oui. il n'y a pas de surprise à avoir parce que ce sont des gens qui se sont prononcés très publiquement sur des plateformes lues et entendues. Et s'il y a un événement qui a cristallisé la furie de plusieurs de ceux qui pourraient se retrouver dans son conseil des ministres, appelons ça comme ça, dans son gouvernement, c'est le rassemblement des camionneurs et l'emploi de la loi sur les mesures d'urgence par M. Trump pour les faire taire, pour les museler. Ça a vraiment mis le feu aux poudres. C'est vrai pour Tulsi Gabbard, qui deviendra la grande patronne du renseignement aux États-Unis, pour Robert Kennedy Jr., qui était certainement, en d'autres temps, beaucoup plus aimé par la gauche canadienne et particulièrement québécoise, parce qu'il s'était opposé à certains projets d'Hydro-Québec. À ce moment-là, il était la coqueluche des Verts au Québec, sinon en tout cas d'une certaine gauche, c'est probablement plus le cas aujourd'hui. Et le National Post fait ce que nous aurions dû faire depuis un certain temps, c'est se demander jusqu'à quel point l'arrivée de ce nouveau gouvernement, pas juste M. Trump, qui on le sait avait des rapports conflictuels difficiles avec Justin Trudeau, qui avait d'ailleurs rompu avec la tradition en 2017 en ne faisant pas du Canada la première destination du nouveau président élu. Il était allé en Arabie Saoudite. Donc, ça disait quelque chose de ce qu'il pense de cette relation bilatérale qui, au demeurant, demeurera, c'est le cas de le dire, importante, quoi qu'en fasse, quoi qu'en pense M. Trump. C'est la plus grande relation commerciale, je pense, entre deux pays au monde. On parle de centaines de milliards de dollars de marchandises échangées tous les jours, des économies très intégrées, mais ça ne signifie pas que les choses vont aller pour le mieux. En fait, moi, j'ai passé la journée hier à parler... Très, très longue frontière, on l'oublie, mais... Tu prends une carte du monde, là, je veux dire, il y a beaucoup de pays qui ont des longues frontières, mais la frontière Canada-États-Unis, c'est une frontière de quoi, à 4000 quelques 100 kilomètres, où tout le long, il y a toutes sortes de petits chemins, des autoroutes ou des routes rurales là, qui vont d'un côté à l'autre. C'est toute une frontière, là. Et puis dans chacune de ces routes-là, il y a de la marchandise. C'est des échanges dans certains cas entre... moi, je viens du Bas-Saint-Laurent à 50 minutes, 1 heure du Maine. Les gens de Poinégamouk vont mettre du gaz au Maine. Les gens du Québec vont mettre du gaz au Maine. C'est la plus longue frontière au monde non défendue et ça pourrait peut-être changer parce que le prochain secrétaire d'État, Marco Rubio, a mis en garde contre cette frontière qui était poreuse, trop poreuse à ses yeux, particulièrement à partir du moment où le Canada a permis à des ressortissants de Gaza de trouver refuge au Canada. Il avait mis en garde le responsable de la sécurité intérieure, M. Mayorkas, c'était en mai dernier, si ma mémoire me sert bien, pour dire attention, ce sont des gens sur lesquels on n'a pas suffisamment de renseignements, parlant de ces nouveaux réfugiés arrivés au Canada, de Gaza, qui pourraient être des terroristes et qui pourrait menacer la sécurité intérieure. C'est celui qui se destine à devenir le secrétaire d'État, M. Homan, qui est le tsar de la frontière, a émis le même genre de réserve. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Alors, j'étais en train de te dire, j'ai parlé depuis hier à beaucoup de gens qui sont très haut placés dans l'administration canadienne, dans le réseau diplomatique, mais aussi au sein de certains ministères. Puis je te dirais, il y a deux choses qui sortent comme les plus pressantes. On pourrait penser que c'est le commerce, la relation commerciale avec le Canada qui préoccupe davantage le gouvernement Trudeau. C'est ce qui s'était passé en 2016, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout vu venir l'élection de M. Trump et on s'est retrouvé dans un cas de figure où très rapidement, il a dit l'entente de libre-échange avec le Mexique et le Canada, on va revoir ça. Et ça avait forcé l'équipe de M. Trudeau à se mettre en mode cellule de crise. En fait,
il n'y avait plus en matière d'affaires internationales autre chose que de renouveler aux meilleures conditions possibles l'entente de libre-échange. Et il y avait un acteur passerelle très important à cette époque-là, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Brian Mulroney, tout conservateur qu'il fut. C'est lui le premier peut-être à Mar-a-Lago, voisin de M. Trump en Floride, qui a permis de faire en sorte que les relations se dégèlent, qu'il y ait des communications informelles. Je dis lui le premier. En tout cas, lui parmi certains acteurs informels qui ont fait la différence. Puis éventuellement, le travail aussi redoutablement efficace de Mme Freeland, il faut le dire. Tu sais, s'il y a un dossier où le Canada a sauvé parfaitement les meubles et où collectivement on peut dire merci, c'est sur l'enjeu du libre-échange où rapidement cette cellule de crise a donné des résultats puis on a évité le pire. Or, aujourd'hui, ce qui, après ma tournée de consultation, puis je ne nommerai personne parce que tout était off the record, mais j'ai vraiment parlé à des gens qui sont très hauts en poste. Les deux principales préoccupations, à terme, ça sera le commerce, mais on pense être capable de faire valoir que justement pour qu'il n'y ait pas d'inflation, parce que nous sommes un partenaire évident en matière stratégique pour les métaux rares, les terres rares, l'énergie, les États-Unis et l'administration de Trump n'ont pas vraiment intérêt à créer des barrières commerciales qui feraient augmenter les prix. C'est leur logique. Donc, ils savent qu'il va y avoir des enjeux, mais c'est pas là. Tu parlais de la frontière, c'est la frontière. Pour deux raisons, parce qu'il va y avoir probablement un processus de remigration que je préfère employer plutôt que déportation, c'est-à-dire que M. Trump va vouloir faire le ménage et très symboliquement évacuer des gens. C'était arrivé d'ailleurs dans la foulée de l'élection de M. Trump la première fois, entre autres pour des gens qui venaient d'Haïti, qui avaient des visas temporaires, qui n'ont pas été renouvelés, qui avaient été acceptés après le tremblement de terre. Mais en nombre, il y a beaucoup de en nombre, ça n'avait pas l'ampleur de ce qu'on prévoit là. Non, mais cette frontière, donc cette possibilité qu'à notre tour, la frontière soit traversée du sud au nord, c'est un vrai enjeu pour le Canada. Et inversement, c'est un vrai enjeu parce que les Américains sont très soucieux de ce que des gens peuvent s'infiltrer vers chez eux à travers la frontière canadienne. Et c'est un phénomène auquel... Évidemment, ça se passe. Nos journalistes de TVA Nouvelles ont couvert ça dans des petits villages du Vermont, puis des gens qui viennent à l'aéroport Trudeau. Plutôt que rentrer directement aux États-Unis puis se faire prendre dans un aéroport américain, aiment mieux rentrer à Montréal-Trudeau et rentrer dans des petits chemins de bois, des petits chemins forestiers, rentrer aux États-Unis par la frontière canadienne avec des passeurs. Et y compris des passeurs mexicains qui aujourd'hui ont pris le relais parce que un des gros business des narcotrafiquants au sud, c'est le commerce ou le passage, la négociation du passage illégal d'immigrés, et ça rapporte des centaines de millions de dollars, dans certains cas davantage que la drogue, et ces réseaux se sont mis en place aussi au Canada, puis pas juste au Québec, en Saskatchewan, et un peu partout. Donc, les Américains sont extraordinairement préoccupés et vigilants, puis quand je parle des Américains, je parle de la nouvelle gang qui s'en vient, pas très ouvert à monsieur Trudeau. Et la deuxième préoccupation, c'est de l'interférence politique. Quand on parle de manipulation, quand on parle de désinformation et quand on parle d'ingérence dans les affaires domestiques, alors clairement, sous le couvert de l'anonymat, je le répète, ce que craignent plusieurs de ceux qui sont aux manettes en ce moment, c'est que à la faveur d'une possible élection, au printemps, la gang à M. Trump et lui-même soit très ouvertement favorable à Pierre Poilievre. Et d'ailleurs, on l'a vu, Mike Waltz, qui va être le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, quelqu'un de très influent, Mario, a déjà dit plusieurs fois sur ses réseaux sociaux, alors qu'il était encore un élu au Congrès, hey, c'est ce gars-là qui va donner une rincée à Trudeau, parlant de Poilievre, et on a donc hâte que ça arrive. Donc, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vont aider Poilievre en l'aidant? Tu comprends ma question? Est-ce qu'en l'aidant publiquement au Canada, ça va vraiment aider Poilievre ou ça pourrait pas lui nuire? Alors, j'ai bien compris la question et elle est bonne. Ton instinct politique est bon. Sinon, à répétition, tu sais, on nous dit au Québec, 79% des électeurs auraient choisi Mme Harris. Je veux croire que c'est vrai. Puis, ceci étant dit, au Canada, je ne sais pas si c'est exactement dans les mêmes proportions, mais je pense qu'on sous-estime, en tout cas, une espèce de rancœur
que lui peut incarner et sur laquelle surfe Pierre Poilievre avec génie depuis 18-24 mois. Il fait pas de compromis. Alors, est-ce que ça va lui nuire? Est-ce qu'il va appeler ses amis, si ce sont ses amis, pour dire watch out les enfants, ça va. J'en ai aucune idée. La question est bonne, mais je pense que c'est moins tranché qu'on pourrait l'imaginer. J'ajoute que est-ce que c'est Walz dont la femme est vice-présidente chez TransCanada Pipeline, TC Énergie aujourd'hui. Donc, des gens qui ont une connaissance quand même grande, aiguë du Canada et particulièrement de ses ressources naturelles. Et rappelons-nous que M. Trump a répété 150 000 fois drill, baby, drill. Donc, extraire de l'énergie fossile pour M. Trump, c'est certainement au cœur de son programme. Ça a été applaudi par ses électeurs. On n'est pas très loin non plus de la tale naturelle de M. Poilievre, que ce soit en Alberta et ailleurs. Donc, préoccupation. Est-ce que ce nouveau gouvernement pourrait être tenté de croiser les bras pendant quelques semaines ou quelques mois en attendant de voir arriver à Ottawa et aux manœuvres un gouvernement qui lui serait beaucoup plus favorable et qui s'inscrirait dans ce qu'on pourrait appeler l'axe conservateur qui va jusqu'à la pointe sud du continent avec M. Milei en Argentine aujourd'hui qui semble avoir beaucoup de sympathie pour l'équipe de M. Trump. Les débuts de Donald Trump, je pense pas qu'il va y avoir eu d'élection au Canada au 20 janvier. Les débuts de Donald Trump avec Justin Trudeau, première rencontre ou autre, ça va être à surveiller parce que M. Trudeau, on a parlé de sa relation avec Trump dans le premier mandat, mais il reste que quand Trump est arrivé en 2016, Justin Trudeau, il était encore tout nouveau. Là. Je pense pas que Trump avait une sympathie pour lui, mais c'était un nouveau phénomène. Là, ce que je sens, c'est qu'au fil des années, Justin Trudeau, dans l'entourage... Oui, puis dans l'entourage de Trump, Justin Trudeau est devenu le symbole de tout ce qu'on veut pas là, pour les Trumpistes. Là. Et Justin Trudeau, à répétition, a montré du doigt M. Trump depuis 2 ans en disant, regardez au Canada, est-ce que c'est le mouvement MAGA que vous voulez? Je suis convaincu que Donald Trump lit aussi les tweets. Le courrier s'est rendu. T'as pas besoin de mettre de timbre. Peut-être qu'il faut penser que celui qui l'envoie est timbré. C'est une autre paire de manches. Mais ça s'est rendu. C'est arrivé à destination. Et rappelons-nous qu'au sommet du G7 dans Charlevoix, Donald Trump avait claqué la porte. On était à la frontière de l'incident diplomatique. C'était un demi-doigt d'honneur qu'il avait fait à Justin Trudeau en s'en allant, puis en vociférant. Ça faisait 30 secondes qu'il était à bord de Air Force One, puis il envoyait des insultes à Justin Trudeau, qui était l'hôte du sommet du G7. Alors, j'imagine qu'ils voudront faire semblant de s'entendre à un moment donné, mais c'est pas une relation parfaitement heureuse. Mettons, on va terminer là-dessus. Mettons. On va surveiller ça. Hey, merci Stéphane. À demain. Ciao.